Bonjour, je m'appelle Olivier Chambon, je suis psychiatre, psychothérapeute et depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse de très près aux états élargis de la conscience. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des psychédéliques. Qu'est-ce que c'est? Comment ils fonctionnent? À quoi ils servent? Ce sont des substances qui, par définition, élargissent la conscience. L'étymologie de psychédélique, ça veut dire qu'ils révèlent l'âme. Alors, pour citer les principaux psychédéliques dont vous avez dû entendre parler, notamment dans les journaux parfois, il y a la MDMA, qu'on appelle aussi ecstasy, le LSD, la psilocybine tirée des champignons dits magiques, l'iboga, l'ayahuasca ou la DMT contenue dans ces plantes, la mescaline et la kétamine. Ça, c'est les principales. Alors, je tiens à préciser que ce ne sont pas des drogues. Pourquoi? Parce que ce sont des substances qui ne rétrécissent pas la conscience et qui ne créent pas de dépendance. Contrairement à ce que nous on appelle malheureusement pas drogue, l'alcool, la nicotine, les amphétamines, l'héroïne, la cocaïne, qui elles rétrécissent la conscience et créent des vraies dépendances. Alors, ces substances psychédéliques, l'humanité les a connues au cours de 3 vagues. La première vague, c'était plusieurs millénaires avant nous, ce sont les chamans qui ont appris à les utiliser, ces substances, ces plantes sacrées, pour leur travail. Et puis il y a les années 50-60, aux États-Unis, en Europe, où là il y a eu plus d'1 millier d'études publiées, 40 000 patients étudiés, de plusieurs congrès internationaux sur ce sujet, et vraiment l'utilité de ces substances pour les malades, malades psychologiques ou malades physiques, a été bien établie. Et c'est malheureusement parce que ces substances ont quitté les laboratoires, les cliniques, ou en tout cas l'usage, on va dire accompagné, l'usage intelligent, a été diffusé par Timothy Leary pour toute la jeunesse, qu'il y a eu un problème, c'est-à-dire que la jeunesse est une sorte d'initiation nouvelle, massive, ces substances les amenant dans des domaines spirituels ou dans lesquels ils voyaient que la réalité quotidienne qu'on leur proposait n'était pas du tout satisfaisante, pas du tout pleine de sens. C'est des enfants qui ne voulaient plus aller dans le métro boulot dodo, ne voulaient plus aller travailler à l'usine, ne voulaient plus aller faire la guerre, devenaient féministes, écologistes. Et donc ça a beaucoup inquiété les parents qui avaient peur que leur enfant rate leur vie à cause de ces substances. En fait, ils auraient eu une vie différente, celle qu'il nous faut justement inventer maintenant après le coronavirus, d'ailleurs, ceci dit en passant. Alors ça, c'était la deuxième vague, les années 50-60, donc interdiction à partir de 1970, par le biais des États-Unis et de l'OMS, enfin, elles ont été classées substances dangereuses, toxiques, etc., on va le voir. Et puis, il y a une troisième vague qui a commencé au début des années 90 avec l'étude de la DMT, de l'iboga, de l'ayahuasca, mais surtout, il y a un véritable tsunami qui s'est passé ces 10 dernières années, où là, ces substances sont redevenues l'objet de l'intérêt des scientifiques, des chercheurs, des médecins pour traiter les individus. Et alors, cette grande vague-là, depuis 10 ans, a permis justement que soit effacer, que soit annihilé 3 fake news concernant les psychédéliques. Le premier fake news disait que ce sont des substances qui sont inutiles, le deuxième qu'elles sont dangereuses, et le troisième qu'elles créent une dépendance. Alors je vais reprendre ça. Premièrement, elles ne sont pas inutiles, elles ont maintenant été bien montrées comme très utiles dans des affections difficiles à traiter, comme des dépressions résistantes aux traitements antidépresseurs, comme des toxicomanies, alors alcool, nicotine, cocaïne, amphétamine, héroïne, et pour aussi les troubles post-traumatiques. Ça, c'est vraiment une utilité qui a été vraiment démontrée, et même bien sûr d'autres affections comme certaines anorexies, troubles obsessionnels-compulsifs, phobie sociale, mais ça, c'est plus anecdotique. Et alors le deuxième fake news, c'est pas leur inutilité, c'est leur dangerosité. Alors il s'avère que dans toutes les études cliniques, etc., il a été montré que quand c'est préparé, accompagné et suivi par une intégration, c'est absolument pas dangereux. Il n'y a pas plus de risque, même moins de risque avec les médicaments habituels. Seulement parfois il y a des expériences un peu difficiles à traverser qui nécessitent la présence d'un professionnel qui connaît bien à la fois ces substances et les états modifiés de conscience, et si possible, les a utilisés lui-même pour s'y connaître. Dans l'utilité, rappelons aussi que ces substances ne grillent pas le cerveau, bien au contraire, elles favorisent la croissance des neurones, la neurogénèse et la synaptogénèse, la croissance des connexions entre les neurones. Aussi, par rapport au troisième fake news, qu'elles créeraient des dépendances, c'est bien sûr faux, puisque je vous ai expliqué qu'elles étaient utilisées pour traiter les dépendances. Et parmi ces psychédéliques, il y a 3 grandes stars actuellement, des stars parce qu'en 2022 aux États-Unis,
elles vont être prescrites par des médecins légalement. Il s'agit de la kétamine et de la psilocybine pour les dépressions résistantes et la MDMA ou ecstasy pour les troubles post-traumatiques. Voilà ce qu'il y a à savoir à peu près sur le mouvement actuel des psychédéliques. Maintenant, venons-en à la partie spirituelle. Et je vais vous dire ce que j'ai tiré moi comme conclusion après avoir lu un tas d'études scientifiques, après avoir récolté des témoignages, après avoir vécu moi-même des expériences personnelles diverses et variées avec ces substances, pas en France, dans les lieux seulement où c'est autorisé, parce qu'attention, c'est interdit en France, donc il ne s'agit pas de promouvoir la consommation en France. Hein, ça, il faut suivre la loi, même si elle n'est pas juste, c'est comme ça. Alors en tout cas, voilà, de toutes les études scientifiques, les témoignages que j'ai récoltés, mes expériences, puis aussi la pertinence du modèle post-matérialiste, c'est le modèle actuel qui va remplacer le matérialisme, qui dit que la conscience est première. Et bien toutes ces données-là m'amènent à vous dire des choses qui pour moi sont valides, qui sont vécues, qui sont vérifiables par toute personne lors d'une prise de psychédélique. Et ces choses que je voulais vous dire, c'est que, un, il existe des mondes invisibles, autonomes et indépendants de nous, qui sont en contiguïté et en continuité, même en interpénétration avec notre monde visible. Deuxièmement, dans ces mondes invisibles habitent des consciences autonomes et indépendantes, elles aussi, qui y mènent leur vie. Alors ces consciences ont reçu différents noms pour ceux qui les ont expérimentés. Ça peut être des champs d'information, si on veut être très physique quantique. Ça peut être des entités, des guides, des esprits, des défunts, des extraterrestres, pourquoi pas. Troisièmement, dans un grand nombre de cas, ces esprits peuvent, et même acceptent et souhaitent parfois, rentrer en contact avec nous et échanger de l'information. Alors l'information étant prise ici au sens large du mot. Quatrièmement, il existe plusieurs méthodes pour contacter les mondes invisibles et les esprits, et l'une d'elles, la prise de psychédélique, constitue certainement la voie la plus rapide, la plus régulièrement efficace, efficiente pour cette prise de contact. Avec des conditions, alors je retourne toujours là-dessus, hein, de préparation personnelle et de suivi qui sont bien strictes et sérieuses et approfondies. Enfin, dernièrement, une fois le petit moi dissous, notre ego, notre conscience personnelle peut devenir impersonnelle. Elle peut rejoindre l'au-delà des mondes manifestés, c'est-à-dire plonger dans la grande conscience, C majuscule, à l'origine de ces mondes manifestés, plonger dans l'esprit avec un E majuscule, qui est à l'origine des esprits, des petits esprits avec un E minuscule. Elle peut fusionner au tout, faire l'expérience de ce qu'on appelle en Advaita Vedanta le Tattvamasi, c'est-à-dire tu es cela, tu es la conscience. Et puis pour terminer, je voudrais dire que l'action des psychédéliques se fait en 3 phases. Il y a une phase biologique, par l'action sur les récepteurs des cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, qui met en pause une structure cérébrale qu'on appelle le réseau mode par défaut. Et cette structure cérébrale, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? C'est que lorsqu'elle est active, elle capte la conscience personnelle. L'hypnotise, on pourrait presque dire, à cause de rumination et de pensée auto-centrée, centrée sur l'ego. Et le fait que justement les psychédéliques mettent en pause ce réseau mode défaut va permettre de libérer la conscience personnelle des contraintes organiques du brouilleur cérébral. Le brouilleur cérébral, comme nos Canal+, il y a un brouilleur qui empêche de capter certaines chaînes. Mais là, justement, le fait que ce réseau mode défaut soit désactivé, ça permet la deuxième phase, qui est une phase spirituelle, où la conscience personnelle contacte d'autres champs de conscience et donc capte de nouvelles informations. C'est les fameuses expériences spirituelles qui arrivent sous psychédéliques. Et troisièmement, il y a une dernière phase d'intégration biologique, on pourrait dire, où des nouveaux réseaux de neurones sont activés, sont stimulés. On le voit sur des techniques d'imagerie cérébrale. Elles sont activées par l'arrivée de ces nouvelles informations. Et cette deuxième phase, la phase spirituelle, c'est celle qu'oublient systématiquement les chercheurs matérialistes. C'est le chaînon manquant dans leur explication. Alors, ce qui les amène à dire que c'est la biologie, c'est-à-dire l'activation des neurones seuls, qui permet de créer les effets thérapeutiques et les effets spirituels. C'est-à-dire que les petits neurones seraient capables de créer des choses aussi complexes, belles, et que le cerveau ne connaît pas, puisqu'il ne les a jamais expérimentées avant, il ne les a pas en mémoire non plus. Donc ça, c'est ce que les matérialistes oublient, c'est ce qu'on appelle le hard problème de la conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer comment le cerveau crée la conscience. Et a priori, ce n'est pas lui qui crée la conscience. A priori, c'est la conscience qui se sert du cerveau pour interagir avec la réalité matérielle. Donc, c'est important. Pour aller plus loin sur la science et les esprits, alors je vais vous présenter
des livres que j'ai oublié d'avoir. Restez là, s'il vous plaît, j'en ai pour 10 secondes. Pour l'instant, ces livres, c'est concernant la science et les esprits, je vous conseille l'approche chamanique de la thérapie chez Guy Daniel, mais aussi psychothérapie et chamanisme. Là, c'est aux éditions Vega, où il est parlé de toutes les recherches scientifiques qui peuvent accréditer la notion d'esprit. Pour ce qui est de la science et de la conscience, le modèle post-matérialiste, je vous conseille en auto-édition Amazon, c'est La conscience immortelle, faite avec Mario Dilrifard. Et puis, pour les psychédéliques, alors il y a une dizaine d'années, j'avais écrit ce livre, qui à l'époque était la seule référence, et puis, fin du mois d'août, va sortir un livre qui s'appelle La révolution psychédélique, fait avec Jocelyn Morisson et d'autres contributeurs, et qui va apparaître chez Guy Daniel. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez laisser des questions sous la vidéo. Au revoir.